Bien, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir pour ce deuxième webinaire de la semaine sur les montages alternatifs de projets de chaufferie bois portés par des établissements de santé et médico-sociaux de la région Bourgogne-Franche-Comté. Euh, Quelques infos pratiques. Donc, pour commencer ce webinaire, donc vos caméras sont coupées et les micros au niveau des participants. Vous avez la possibilité de poser vos questions aux intervenants sur l'outil discussion. Il y a une petite bulle en bas de l'écran. Elles seront relayées après les interventions. N'hésitez pas, profitez-en. Les supports seront disponibles sur le site du Pôle Énergie. J'ai mis en place une page dédiée, page du programme Reset. Je vous enverrai le lien d'ici une dizaine de jours pour que vous puissiez télécharger les présentations et revoir le webinaire. Si besoin, pour certaines questions, je pourrais ouvrir le micro des participants, c'est possible. Aujourd'hui, on est normalement 25 personnes, il y aura 25 personnes. Une bonne partie d'établissements de santé médico-sociaux sont représentés dans ces 25 personnes et qui sont membres du programme Reset, du réseau Reset, j'en parlerai tout à l'heure. Et puis, il y a aussi aujourd'hui des animateurs énergie renouvelable et puis des homologues de la région Pays de la Loire. Les objectifs de ce webinaire, en fait, ils sont multiples. Pour moi, c'était aussi l'occasion de présenter des solutions alternatives pour faciliter le montage de chaufferies bois, puisqu'un certain nombre d'établissements sont équipés actuellement de chaufferies fuel, gaz vieillissantes et souhaiteraient mettre en place ces projets-là. Donc, on verra que au-delà d'un projet type AMOP avec des lots séparés, on peut tout à fait mettre en place des projets clés en main ou des marchés globaux, comme on l'a vu hier, pour faciliter la mise en œuvre de ces projets-là. Et vous verrez, ça peut être très intéressant pour les établissements. Ça permet aussi, ce webinaire, de mettre en avant donc, des réalisations portées par les établissements de santé médico-sociaux de notre région, et puis de mettre en avant aussi les acteurs professionnels qui interviennent pour accompagner ces projets-là et les développer. On aura aussi un point présentation par Patrick Aubert d'Adera sur les dispositifs d'aide. Donc, les interlocuteurs aujourd'hui, Marie Godmet, qui est directrice de l'IME, qui se présentera, Patrick Aubert, animateur énergie renouvelable, et Chinal, président de la société Forest ENR, et donc j'assure aujourd'hui l'animation de ce temps de présentation et d'échange. Donc, je présenterai le programme Reset pour les établissements qui ne le connaissent pas encore. Ensuite, Patrick interviendra pour présenter l'association Adera, ses missions et notamment le réseau des animateurs énergie renouvelable de Bourgogne-Franche-Comté et de l'appui qui peut être réalisé pour les établissements de santé médico-sociaux. Et ensuite, Madame Godmet présentera l'établissement, la jeunesse du projet, et puis ensuite, Eddy Chinal de la société Forest ENR présentera plus en détail le montage de ce projet, aussi bien sur les aspects techniques, économiques, et puis l'intérêt du financement citoyen. Et on reviendra ensuite après sur la partie exploitation, la vie du projet, qu'est-ce qui se passe, aussi bien au niveau de la société qui développe et qui exploite le projet, et pour l'établissement. Et puis un temps de questions-réponses de 10-15 minutes, donc on devrait terminer vers 15h15, 15h30 maximum. Le programme Reset, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un programme qui est à l'initiative de l'ARS et de l'ADEME. La Banque des Territoires a rejoint aussi le programme. Ça s'inscrit dans le cadre du plan régional santé-environnement. Et une des actions de ce plan régional qui s'est terminé fin d'année dernière, c'est l'amélioration du confort hygrothermique et de l'efficacité énergétique dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. Donc, le programme Reset est issu de ce PRSE 3 et s'est mis en œuvre concrètement à mon arrivée au Pôle Énergie en septembre 2020, puisque ces partenaires se sont appuyés sur on va dire un opérateur régional, le Pôle Énergie, donc nous sommes un centre de ressources dédié à l'efficacité énergétique et la qualité environnementale des bâtiments. On fait partie d'un réseau national, le réseau des bâtiments durables. Et le pôle énergie est une régie autonome, donc on dépend de la région Bourgogne-Franche-Comté,
et nos partenaires principaux sont l'ADEME et l'ARS. Vous pourrez en savoir un petit peu plus sur la structure, sur la présentation. Il y a un lien cliquable sur la plaquette. Donc, on a dans l'équipe, on est une douzaine d'agents. Et donc, la mission principale, c'est de mobiliser les professionnels du bâtiment et de les aider à développer des compétences sur les sujets que je viens d'évoquer. L'objectif du programme RESET, il a vocation d'informer et d'accompagner tous les établissements de santé médico-sociaux de la région. Il y en a 1200 en Bourgogne-Franche-Comté. Sur ces sujets-là, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et des équipements, la mise en place des énergies renouvelables, en lien aussi avec le réseau des animateurs énergies renouvelables, et puis traiter le confort hygrothermique et la qualité de l'air de ces bâtiments pour les occupants. On travaille sur ces sujets-là. Plusieurs actions sont proposées dans le cadre de ce programme. Un volet information, donc ce type de webinaire fait partie de l'offre de service pour les établissements. Il seront prévus des visites de sites. En volet de conseil, puisque les établissements peuvent me contacter pour avoir des conseils sur leurs projets, sur la réglementation, sur le décret tertiaire, la mise en œuvre, et puis aussi sur les aides, puisque c'est souvent ce type de demande sur lesquelles je suis sollicité. Un volet formation qu'on va développer aussi très prochainement. Et puis, quand on parle de coacher, on expérimente actuellement auprès de 24 structures, 300 établissements de Bourgogne-Franche-Comté, une mission de conseil mutualisé, conseil en énergie partagée, adapté aux établissements sanitaires et médico-sociaux. Et dans le volet outillé, l'idée c'est de mettre aussi, d'aider les établissements à mettre en place des outils de suivi énergétique, et puis je dirais des outils type cahier des charges type, etc., liste de professionnels pour permettre d'avancer en toute autonomie sur les opérations. Ce réseau est ouvert à tous les établissements. J'ai mis en place, il y a peu moins d'un an, une liste de discussion régionale. Donc, le réseau permet justement, à travers cette liste de discussion, de recevoir et diffuser de l'info pour moi à destination des établissements sur les sujets du programme. Ça permet aussi aux établissements, s'ils le souhaitent, et je les encourage à le faire, de poser leurs questions par rapport à leur projet. Et souvent, les réponses se retrouvent dans le réseau, en fait. Des établissements ont déjà expérimenté des actions, ont des retours d'expérience, ont été parfois démarchés sur des offres d'économie d'énergie. Donc, ça permet aussi de discuter, de partager sur les projets et plus globalement sur ces enjeux et ces questions énergétiques. Il y a de l'actu dans le programme, il y a un certain nombre d'actions qui sont proposées, donc ça permet aussi de bénéficier de ces infos-là. Et puis, plus globalement, toutes les actions menées en Bourgogne-Franche-Comté par le programme, par le pôle énergie et par nos partenaires. N'hésitez pas, si vous êtes un établissement sanitaire ou médico-social, à rejoindre le réseau. Vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien « Devenir membre du réseau RESET » et puis vous serez intégré donc à cette liste de discussion et plus globalement au réseau. Aujourd'hui, il y a à peu près une soixantaine de personnes qui sont inscrites à la liste de discussion, aussi bien des directeurs, directrices d'établissements, des acheteurs, des directeurs de services techniques, des directeurs financiers. Donc, on a une multitude de profils dans ce réseau et pas que des techniciens ou des ingénieurs. En début d'année, j'ai aussi mis en place un espace documentaire en ligne. Là, vous avez un visuel, donc c'est ressources documentaires RESET, et un des dossiers concerne la thématique énergie renouvelable, et vous avez des sous-dossiers, bois énergie, géothermie, réseau de chaleur, énergie renouvelable de récupération, photovoltaïque, solaire thermique. Vous retrouvez des modèles de cahier des charges pour lancer des études de faisabilité, des listes de bureaux d'études, des règlements sur les aides financières, des fiches pratiques. Donc, vous trouverez un certain nombre de ressources. Il y a un dossier sur le décret tertiaire, des dossiers sur les outils de suivi énergétique, sur les audits énergétiques, etc. Donc, vous pourrez accéder à ces ressources documentaires en ligne sur un Google Drive en attendant qu'on ait un mini-site Reset qui sera développé avec la mise en place, le renouvellement de notre site au pôle énergie.
Et vous retrouverez donc sur ce site aussi les coordonnées des animateurs énergie renouvelable, mais Patrick va en reparler tout de suite. Voilà. Donc, cet espace documentaire aussi qui est disponible et qui sera alimenté au fil de l'eau en fonction des besoins des établissements et puis des ressources qu'on aura pu aussi récupérer et qu'on partagera. Voilà pour moi. Je vais, Patrick, te laisser prendre la main et te présenter. J'allume mon micro. Je crois qu'il faut juste que tu arrêtes ton partage d'écran. C'est bon, je vais pouvoir partager le mien. Donc bonjour à toutes et à tous, je vais donc me présenter, Patrick Aubert, je suis conseiller en énergie renouvelable et maîtrise de l'énergie pour l'association donc ADERA, c'est à Gourjon et en Haute-Saône. Donc j'ai accompagné l'IME de Membray sur son projet en fait de remplacement de système de chauffage dans le cadre donc de ma mission d'accompagnement. Donc dans cette présentation, je vais vous parler du réseau des animateurs énergie renouvelable en Bourgogne-Franche-Comté, donc des missions de l'animateur. Et enfin, je vais conclure par un tour d'horizon des aides, des financements, sans rentrer dans les détails. Donc l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté et l'Europe ont décidé en fait de mettre en place donc un réseau d'animateurs énergie renouvelable thermique sur la grande région Bourgogne-Franche-Comté, afin de développer donc les projets d'énergie renouvelable thermique, donc que ce soit le bois énergie, le solaire thermique, la géothermie, avec un point particulier une priorité sur le bois énergie. Donc sur la carte que je vous présente à l'écran, c'est celle en fait qui sera dans le livret. On peut voir en fait que la quasi-totalité des départements est dotée en fait d'animateurs. Alors il peut y avoir 1 ou 2 animateurs par structure. Concernant la région Bourgogne, en ce moment il y a un recrutement fait au niveau du conseil départemental sur la Côte d'Or. Donc je pense que donc la Côte d'Or sera dotée d'un animateur courant de l'année 2022. Il y a aussi en fait une partie donc sur Lyon, alors qu'il n'y a pas d'animateur. Si je ne me trompe pas, je pourrais être corrigé en fait par la suite voilà. Mais n'hésitez pas si besoin de contacter donc les animateurs. Vous avez la liste donc sur la droite de l'écran, liste que vous retrouverez donc dans la plaquette qui a été présentée, et qui sera partagée et qui est partagée par donc David au niveau du Google Drive. Voilà. Donc concernant les missions de l'animateur ENR, donc l'animateur en fait il intervient lui à partir du début du projet, hein, et il accompagne le maître d'ouvrage. Donc ça peut débuter par une étude d'opportunité, donc c'est une étude en fait qui est financée dans le cadre de la mission d'animation ENR. Donc l'étude en fait elle ne coûte rien au maître d'ouvrage, elle permet d'avoir une première idée sur la faisabilité technique et économique du projet. Si le projet est viable, donc et que le maître d'ouvrage décide de poursuivre son projet, donc l'animateur l'accompagnera sur la suite au travers de différentes missions qui sont par exemple l'aide à la rédaction des cahiers des charges de consultation, donc que ce soit les cahiers des charges pour les études de faisabilité ou pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc l'animateur accompagne le maître d'ouvrage dans la rédaction de ces documents. L'accompagnement, donc, il peut être aussi au niveau des consultations lorsque donc, l'établissement consulte des professionnels pour faire les études, les études de faisabilité, par exemple. Donc, il y a une relecture qui peut être faite par l'animateur pour justement aider le maître d'ouvrage dans le choix du prestataire, ainsi que faire les demandes d'aide auprès des financeurs. L'animateur est là pour accompagner. Voilà. Ensuite, lorsque l'étude de faisabilité
est lancé, donc là aussi, hein, vous avez donc l'animateur qui vous accompagne. En fait, vous vous êtes pas lâché, je dirais, au niveau du projet. L'animateur est là vraiment à chaque instant. Donc pour suivre les études, rédiger en fin d'étude de faisabilité le plan de financement prévisionnel et également le pré-programme pour aborder, je dirais, la suite de l'étude. Donc la suite de l'étude, c'est l'accompagnement en phase conception-réalisation. Et là, pareil, s'il y a des documents je dirais, à co-rédiger, l'animateur est là pour ça. C'est vrai que toutes ces étapes, en fait, elles sont assez spécifiques, sachant que dans les structures qui sont accompagnées, il n'y a pas forcément des compétences en interne. Donc l'animateur ENR est là pour ça. Donc, dans cet accompagnement, il y a aussi des accompagnements techniques, par exemple, en phase d'exploitation. Une fois que le projet a été lancé, a été réalisé, on est là aussi pour le début du fonctionnement de l'installation. Il y a quand même des choses à voir, ne serait-ce que sur l'approvisionnement, par exemple, de combustible bois ou d'autres aspects techniques. Et là aussi, on est là pour vous accompagner. Dans l'accompagnement de l'animateur, ça consiste aussi à faire visiter des installations, des chaufferies, donc qu'elles soient granulées, bois déchiqueté ou des installations avec des systèmes solaires thermiques pour la production d'eau chaude sanitaire ou de la géothermie. Donc là aussi, j'avais commencé avec mes homologues du Doubs, c'était juste avant la crise sanitaire. J'avais commencé à prendre des démarches sur un établissement de santé, un EHPAD, dans le Doubs, qui lui avait donc du bois déchiqueté et des systèmes solaires donc thermiques au niveau de l'établissement. Donc j'en viens donc je vous ai dit que j'allais faire un tour de raison sur les aides et les financements. Je ne vais pas me faire rentrer dans les détails. Si vous voulez vraiment avoir des détails sur chacun de ces points, c'est en vous rapprochant de vos animateurs où vous aurez vraiment voilà, les aides vraiment allouées par rapport à la typicité des projets. Quoi qu'il en soit, au niveau des aides, il y a des aides au financement pour les études, donc études de faisabilité. Il y a des aides pour l'émission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Lorsqu'on a besoin de solliciter un assistant à maîtrise d'ouvrage, ça dépend tout du projet, hein. Si le projet est assez complexe, il vaut mieux, je dirais, j'encourage moi les maîtres d'ouvrage pour s'accompagner d'une assistance à maîtrise d'ouvrage. Et identique pour les études de maîtrise d'œuvre, donc il y a aussi de l'aide au financement. Alors par contre, en fonction de la phase du projet, c'est soit l'ADEME ou soit la région qui va financer ces études-là. Voilà. Ce n'est pas un financement à 100%, mais vous aurez les détails en fait lorsque vous prendrez contact avec les animateurs. Voilà. Ensuite, il y a des aides aux investissements, donc pour la chaufferie, les réseaux de chaleur, les systèmes solaires thermiques, la géothermie. Donc là, pareil, en fonction de certains critères au niveau des projets, vous aurez en fait un ou plusieurs financeurs sur le même projet. Voilà. En l'occurrence, nous sur la région, donc il y a la région Bourgogne-Franche-Comté qui est financeur, il y a le FEDER donc qui est géré par la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors pour l'instant, on n'a pas trop d'informations sur les dispositifs FEDER, mais d'ici le deuxième semestre, on aura plus de détails en fait sur ce que le FEDER pourra faire au niveau du financement des installations. Il y a aussi l'ADEME via le fonds chaleur. Alors il y a des critères en fonction de si on est en bois, si on est en géothermie. Donc l'ADEME, elle intervient par rapport à des seuils en fait de production d'énergie annuelle. Voilà. Il y a aussi des acteurs départementaux. Alors je connais pas tout, les détails moi au niveau de chaque département. Je crois que certains départements interviennent aussi au niveau en tant que financeurs sur ces projets-là. Et enfin, je dirais ça c'est un peu la cerise sur le gâteau. Bon, c'est les certificats d'économie d'énergie. Bon, ça paye pas, je dirais, la moitié du projet, mais c'est un petit pécule supplémentaire qui permet des fois de faire en sorte que le projet, il soit un peu plus intéressant.
Donc, j'en ai fini pour ma présentation. Bon, au début, j'étais parti sur une présentation de 5 minutes avec David. Donc, voilà, bon, j'ai, je pense, à peu près tout dit. Mais comme je vous le répète, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur l'ensemble de l'accompagnement avec les aides aussi, les détails au niveau des aides, donc je vous invite à vous rapprocher de vos animateurs respectifs qui vous feront donc le détail de tout ça. Voilà. Donc David, j'en ai fini pour Merci, cette Patrick. présentation. J'étais un peu rapide, mais Ouais. bon, je pense que voilà, c'était. Et j'interviendrai peut-être à la fin s'il y a des questions posées pour peut-être préciser certains points. Oui, tout à fait. Dans les participants, Théo précise qu'il y a un animateur qui est embauché par le syndicat de l'énergie de Lyon. Donc, on aura sur ce D'accord. territoire-là aussi, du coup, un nouvel Donc ce sera intervenant. je dirais le grand chelem sur la région, parce qu'effectivement, oui, c'est. Non, mais tant mieux, mais bon, voilà, c'est au moins Plus de zone blanche. une Voilà. zone blanche, tout à fait, oui. Et puis, Olivier, qui est aussi animateur énergie renouvelable, précise que le département de Saône-et-Loire finance des projets ENR thermiques à hauteur de 10%, 30 000 euros maxi. Voilà. Théo Voilà. précise qu'il y a déjà un animateur depuis 2 ans. Alors, c'est vrai que moi, j'en connais un sur la Comcom de Puisay-Forterre, mais pas forcément sur les autres secteurs, donc, mais pas intégré au réseau. D'accord, OK. Bon, on pourra communiquer sur sur le dossier RISET, hein, sur les coordonnées de cet animateur. Ouais. S'il intervient Sachant aussi que, ouais. pour le médico-social et le sanitaire, qui est notre public, on va dire, aujourd'hui. Donc dans la plaquette, alors je ne sais pas parce que j'ai pas vu voilà, dans cette plaquette-là, vous aurez aussi des coordonnées d'autres acteurs sur le territoire. Hein. C'est pas uniquement les animateurs. Bon, la liste que je vous ai montrée donc sur le slide donc à l'écran, mais vous avez aussi des acteurs, enfin des coordonnées au niveau de la région, au niveau d'autres structures. Donc voilà, c'est vraiment un document qui est assez intéressant. Donc ne pas hésiter à le consulter. Très bien. Merci, Patrick. Je vais laisser la parole à Madame Godmet et à Eddy pour présenter le projet. Madame Godmet, je vous laisse présenter la structure, votre établissement, nous expliquer comment s'est passé ce projet-là. Bonjour à tous. Donc voilà, donc moi, Marie Godmet, je suis directrice d'un dispositif donc au Saunois médico-éducatif, donc qui accompagne à peu près 160 enfants et jeunes adultes sur le département de la Haute-Saône, sachant que la particularité de notre dispositif est d'accompagner des jeunes en situation de handicap, donc au titre de la déficience intellectuelle et troubles associés. Donc moi, je gère donc un dispositif qui est structuré en 3 sites principaux avec différentes modalités d'accueil, hein, puisque nous accompagnons des jeunes en milieu ordinaire, en internat, en accueil de jour, en accueil temporaire et en accueil séquentiel. Donc toute modalité d'accueil. Et puis donc parmi ces 3 sites, 2 proposent donc de l'hébergement. Avec une autorisation pour environ 60 lits répartis sur des lieux de vie. Donc, le site sur lequel je me trouve aujourd'hui est donc le site qui est basé donc à Membré, qui est pas loin de Dampierre-sur-Salon, qui est donc celui qui nous a beaucoup préoccupé au niveau du réseau de chaleur et où a été installée la chaufferie bois, qui tourne depuis 2 semaines. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, puisque, comme je le disais avant que vous arriviez, nous avons chaud maintenant. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ce site, en fait, est un très grand site, hein, puisque il est réparti sur 5 hectares. Et donc, moi, j'y suis arrivée depuis 2011 et je me suis très, très rapidement inquiétée de ce souci, oui, on peut le dire, de chaleur, puisque effectivement l'établissement est très très ancien, hein, avec une propriété qui a été acquise en 1947. Hein, je ne vais pas refaire toute l'histoire, et donc des multi-bâtiments qui se sont créés au fur et à mesure avec un réseau de chaleur qui a été ajouté donc en souterrain tout au long de ces années. Alors pour la petite histoire, j'ai recherché sur mes tableaux d'investissement d'immobilisation, je n'ai même pas retrouvé les investissements de réseau de chaleur. Donc, c'est vous dire à quel point le système était vétuste.
Donc, ce qu'il s'est rapidement passé, c'est que, donc juste pour repréciser aussi, donc nous fonctionnions avec un contrat de maintenance bien géré, avec une assez bonne réactivité sur notre chaufferie centrale et effectivement exclusivement avec une énergie fossile, à savoir le fioul. Très rapidement, vous vous doutez bien qu'un réseau de chaleur qui a 40, 50 ans, parce que je n'ai vraiment pas pu le dater, hein, donc il est très ancien. On a rapidement eu des soucis de fuite souterraine, donc des bâtiments complets qui, à certains moments donnés, étaient obligés d'être vidangés, donc qui n'étaient plus chauffés. Et puis une chaufferie centrale avec des chaudières qui d'ailleurs appartenaient aux prestataires, hein, c'était assez particulier, donc qui tombaient en panne régulièrement et du coup des problèmes de chaleur et un réseau d'eau chaude sanitaire également branché sur cette chaufferie centrale. Donc effectivement, vous comprendrez que quand on a 40 enfants qui dorment sur un établissement et qu'il y a des pannes récurrentes, on n'est pas serein. Donc très rapidement, je me suis inquiétée de ce souci-là avec, avec plusieurs préoccupations, hein. Celle déjà d'avoir un outil performant et voilà, et des systèmes de réseau d'eau chaude sanitaire et de chaleur performants et qui fonctionnent. Mais également me dire cette cuve de fioul de 19 000 litres, oui, une cuve de fioul de 19 000 litres qu'on remplit régulièrement, j'avais un peu de mal. Et puis la dernière chose, c'est, vous le saurez certainement aussi, on est très seul. Enfin, moi, j'ai eu des grands moments de solitude à un moment donné où j'ai cherché des conseils pour trouver des idées pour améliorer ce système. Et vraiment une grande difficulté à trouver des infos claires. Donc là, c'était vraiment un vrai souci. Et puis également avoir ces achats de prestations qui étaient vraiment centralisés sur un seul fournisseur avec quelque chose d'énorme au niveau national et peu finalement de possibilités d'échanger, on va dire, d'humain à humain. Voilà, tous les soucis qu'on a rencontrés. Et puis également des vrais soucis d'hygiène, puisque on ne pouvait pas activer les montées en température sur les réseaux d'eau chaude sanitaire concernant la légionellose. Donc, on avait systématiquement des contrôles qui étaient négatifs. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que je suis entrée en lien, c'est un projet qui est ancien, hein, puisque dès 2014, j'ai commencé à réfléchir à ce projet, et la première chose, c'était déjà de pouvoir avoir une étude de faisabilité et de voir quel type d'énergie était la plus adaptée à notre fonctionnement et à notre institution. Donc là, l'ADEME a financé une étude de faisabilité du projet. Donc, on a pu monter cette demande de financement et bénéficier de cette étude pour voir quel type d'énergie et surtout étudier si la pose du réseau de chaleur était utile ou pas. Très rapidement, donc, je suis rentrée en contact aussi avec l'ADERA, hein, avec Monsieur Patrick Aubert, parce que malgré toutes ces études de chaleur, je me suis aussi retrouvée très seule, avec beaucoup de gens finalement qui me parlaient et qui me donnaient des conseils, mais peu de gens finalement qui m'aidaient à faire avancer mon projet. Hein, c'est donc à un moment donné complètement perdu, hein, puisque accessoirement on n'est pas chauffagiste hein, quand on dirige des structures comme celle-là. J'ai très rapidement contacté Monsieur Aubert pour y voir plus clair, qui m'a très rapidement mis en lien avec différents prestataires et m'a donné différentes idées sur ce projet-là. Après, ce qui était très très clair pour l'association et pour moi-même, c'est que l'idée n'était pas de faire des économies. L'idée, c'était vraiment de changer d'énergie. Ça, c'était vraiment la première chose. Avoir un système performant et qui fonctionne. Et puis, pouvoir sortir un peu des systèmes où finalement, on a un seul financeur qui vient, qui vous dit des choses. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas chauffagiste, je ne comprends rien. Donc, finalement, on aurait pu me dire ce qu'on voulait. C'était la même chose. Donc, ce qu'il a été fait également, c'est qu'autour de toutes ces démarches, forcément, même si nous ne sommes pas soumis complètement hein, au marché public, donc ça, M. Chinal, je pense, en reparlera,
Monsieur Aubert m'a également assisté dans le montage sur la mise en concurrence au marché public, puisqu'on a été jusque-là. Même si l'établissement n'y est pas soumis, nous avons déposé sur une plateforme notre recherche de prestataires, puisqu'on avait très, très bien en tête que ça serait important après pour les financements et pour les subventions. Donc, cette démarche a été faite avec ADERA et avec aussi tout le concours des conseils que j'ai pu aussi en parallèle récupérer avec Monsieur Chinal, puisqu'il était présent aussi pour nous conseiller et avait pris connaissance également de l'étude de faisabilité qui avait été faite et pour laquelle la conclusion était très claire. Le bois et le granulé étaient voilà, l'énergie idéale pour nos structures. Donc, après, par rapport à ça, dans le descriptif vraiment du projet, M. Chinal va vous la faire. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Par contre, ce qui est très important dans mon témoignage, c'est que lorsque nous sommes engagés et que nous avons choisi donc Forest ENR sur ce projet-là, donc notre conseil d'administration a validé ces démarches, il était très clair que ce qui a aussi beaucoup penché dans la balance, c'est toute l'assistance à maîtrise d'ouvrage, puisqu'il n'était pas possible et hors de question que notre association ou moi-même gère les travaux pour lesquels nous ne sommes pas compétents. Je tiens à préciser que l'association est encore petite, moyenne, voilà, je vais le dire comme ça, et que nous n'avons pas de compétences en interne pour gérer ce type de projet. Nous disposons d'un référent sécurité et travaux, mais qui n'aurait pas pu de sa place gérer un tel projet. Et après, c'est moi. Donc, je suis directrice d'établissement et je ne suis pas en capacité de le faire. Donc ça, c'était un élément très important. Donc, avoir une assistance à maîtrise d'ouvrage pour que finalement, ce soit clé en main. Et on avait aussi en tête et on a insisté aussi pour vraiment faire travailler sur ce projet les entreprises du cru, voilà, puisque l'important, c'était aussi, on parle de circuit court, mais c'était que les entreprises qu'on connaît et qui sont dans un rayon de 20-25 km puissent aussi intervenir sur ce projet. Donc ça, on a pu aussi l'amener. Donc, c'était très important. Et puis, la dernière chose, c'est que l'établissement et l'association ne souhaitaient pas, je ne vais pas dire ne pouvaient pas, mais ne souhaitaient pas immobiliser les installations, puisque l'accompagnement des enfants que nous avons nécessite d'autres investissements. Et si nous avions bloqué nos plans d'immobilisation sur un projet comme celui-là, on bloquait nos projets sur de nombreuses années et il aurait été compliqué de mener d'autres projets de rénovation concernant l'accompagnement des enfants. Donc, tout voilà, je vous dis un petit peu en bloc, mais tous ces éléments ont porté dans la balance et dans le choix de la méthode qu'on a utilisée sur le montage de cette chaufferie. Donc, comme je vous disais, qui fonctionne depuis 2 semaines maintenant, les travaux se sont très bien passés. Et encore une fois, une assistance au top, voilà, je le dis, puisque le cabinet EPOS, qui travaille avec Forest ENR, était présent à chaque étape du chantier et a vraiment animé et assisté toutes les entreprises qui sont intervenues sur ce projet. Voilà. Merci pour ces éléments de contexte, cette intro. Très... je vais prendre la suite. Donc, je me présente, je suis Eddy Chinal de la société Forest ENR et qui a donc mené ce projet avec et pour l'IME. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà, pour que vous puissiez voir ce support. Alors, est-ce que c'est bon pour vous arrivez bien à voir? Ça va? Est-ce que tu peux te mettre en mode présentation, Eddy? Ouais, il faut que j'arrive juste à faire ça impeccable. Ok, c'est ce que j'essaye de faire. Il y a un petit truc là qui me refait comme tout à l'heure. Excusez-moi, il y en a pour 2 secondes. Ok. Alors là, pareil, on est en mode présentateur, tu sais, et pas. Alors, je ne sais pas si tu es encore sur un double écran. Ok, c'est ce que j'essaye de faire. Il a peut-être je vais faire ça en parallèle que je parle.
Donc, l'objectif, il va être à la fois de vous présenter la société Forest-NR pour bien comprendre la démarche et puis ensuite le projet en lui-même. Donc, Forest-NR est une société qui a été créée il y a un peu plus de 4 ans. Et la vocation de Forest-NR, c'est d'apporter de la chaleur. Elle est double. En tout cas, je dis souvent, on a 2 jambes. Un premier sujet, c'est d'apporter de la chaleur clé en main, donc en portant la conception, la réalisation, le financement et l'exploitation de longue durée, de 15 à 20 ans, c'est-à-dire de prendre en totalité en charge, donc sur des projets bois-énergie avec ou sans réseau de chaleur. Et l'autre volet, c'est de réaliser cela dans le cadre d'une gouvernance partagée avec du financement et de la gouvernance citoyenne. Et cette gouvernance partagée, elle inclut l'acheteur de la chaleur. Et la façon dont je le présente toujours, c'est qu'on amène un certain nombre de compétences, de moyens, mais l'idée est de faire ensemble. Alors ça s'inscrit dans un mouvement un peu plus large qui est celui de la gouvernance citoyenne des énergies renouvelables, qui lui-même, on peut dire, s'inscrit dans toutes les démarches citoyennes qui se développent largement en France. Alors c'est vrai qu'en France particulièrement, on a longtemps eu des monopoles en termes d'énergie. On n'a pas encore forcément ce réflexe, mais l'idée, c'est de ne plus considérer que soit les collectivités, l'État vont tout faire pour nous et que, eh bien, nous, on va remplir notre cuve de fioul ou notre voiture sans se poser la moindre question. Donc, il y a de plus en plus de particuliers qui souhaitent s'impliquer dans la transition énergétique, notamment parce qu'ils considèrent que les choses, au regard de la gravité de la situation, ne vont pas forcément assez vite, et qu'il y a aussi de plus en plus de personnes qui souhaitent donner un peu de sens à leur argent. Et là, on rejoint aussi les dynamiques qui sont vraiment croissantes de finances éthiques. Donc le principe de Forest-NR, c'est de s'appuyer, c'est de s'ancrer dans cette démarche-là et à partir de là, de faire des projets énergétiques territoriaux qui s'inscrivent dans les territoires en circuit court et dans lequel il n'y a pas uniquement un fournisseur de chaleur et puis un acheteur, mais qui ont leur cadre contractuel et puis chacun fait sa vie, mais plutôt un faire ensemble dans la durée et sur toutes les étapes du projet. Donc nous, pour faire cela, eh bien, cette société, moi je la définis souvent comme un outil public-privé citoyen, puisque vous voyez là un peu le capital de Forest-NR, comment il est constitué. Eddy, on ne voit pas très très bien, excuse-moi. Est-ce que tu arriverais à le mettre en mode diapo ou je peux éventuellement le partager, mais c'est moins pratique parce qu'il faudra je réessaye à que tu nouveau. me guides. Ouais, parce qu'on ne voit pas bien les chiffres. Alors, je vais essayer autre chose, excusez-moi, je suis désolé pour ce petit. Hop. Peut-être que comme ça, on va y arriver. Voilà, c'est bien. Merci Eddy, parfait. Ok, donc c'est un coup, comme on parlait de gouvernance partagée, le capital il est lui-même partagé. Donc globalement, vous avez 42% du capital qui est détenu par des structures citoyennes. Donc, avec différents outils, soit un outil national qui s'appelle Énergie partagée, qui existe depuis 10 ans, qui a collecté 25 millions d'euros, qui l'a investi exclusivement dans 80 projets d'énergie renouvelable. Forest-NR est un de ceux-là. Mais on s'appuie aussi sur des structures locales. Donc, il y a un certain nombre de territoires qui ont des centrales villageoises qui travaillent plutôt sur du photovoltaïque et qui, avec nous, travaillent aussi sur de la chaleur renouvelable. Bon, il y en a autour de Grenoble, autour de la Haute-Savoie, et puis en Bourgogne-Franche-Comté, il y a la Fruitière à énergie. Puis, nous avons des collectivités qui ont environ 23%, parce que la plupart des projets que l'on a pu réaliser, c'était plutôt pour des collectivités, soit dans le cadre de réseaux de chaleur qui desservent de la chaleur en plein de bâtiments, soit uniquement des bâtiments communs. Et puis, il y a quelques entreprises qui sont également présentes, qui étaient à l'initiative de tout ça. Voilà, donc c'est une approche un peu particulière. Voilà. Donc, très rapidement, les projets qu'on a pu faire. Alors, nous, on est sur des gammes de projets de petite, moyenne puissance qui vont en gros de 200 à 2000 MWh par an. Et la moyenne de ce qu'on a fait se situe aux alentours des 700-800 MWh. Donc, voilà, à Quai en Chartreuse, c'est vraiment un tout petit village de quelques centaines d'habitants et on a 4 bâtiments communaux
la mairie, la salle des fêtes, la cure, la maison d'association. Sur Sassenage, là, qui est plutôt périurbain, on a un ensemble avec une piscine, des gymnases et bâtiments communaux, ou alors juste école et gymnase. Une concession sur Vars, sur un certain nombre de bâtiments qui distribuent 1100 MWh par an. En 2021, en fourniture de chaleur, enfin, on a eu aussi un petit réseau de chaleur qui là dessert à Notre-Dame-des-Losiers un EHPAD qui est de loin le principal abonné. Là, on a, et puis donc l'IME de Membray dont je vais parler, et on est également délégataire d'un réseau de chaleur à côté d'Annemasse. Donc voilà, c'est un petit peu notre activité. Globalement, fin 2021, on a 7 chaufferies qui tournent, enfin début 2022, et tout ça, ça représente 5000 MWh par an. Et l'objectif sur, on va dire, les Deux-Savoie, l'Isère et certains départements de Bourgogne-Franche-Comté, c'est de réaliser environ 3-4 projets par an. Voilà, donc c'est 1650 tonnes de plaquettes qui ont un rayon d'approvisionnement de 40 km. On va y revenir, ça c'est un point vraiment important pour nous. Alors, ça c'était un peu qui on est. Et puis, donc, comme voilà, l'a déjà dit Madame Godmet, l'idée là, c'est de parler plus particulièrement du projet, de la réalisation de l'IME de Membray. Donc, il y avait une réflexion ancienne, des études de faisabilité qui ont été réalisées. Et alors, on intervient souvent dans ce contexte-là. Il y a déjà eu en amont sur des études d'opportunité, sur des études de faisabilité qui concluent à l'intérêt du projet et sa faisabilité technique, économique, mais qui butent sur soit une difficulté économique de montage de projet, de porter cette réalisation qui, comme tout projet d'énergie renouvelable, nécessite un investissement un peu conséquent. Et donc là, on était dans ce cadre-là, une vraie volonté, un accompagnement de l'ADERA dont il faut vraiment souligner la continuité et la très grande qualité. Et donc, voilà, la volonté de se dire, bon, comme l'a dit Madame Godmet, comment on fait pour avancer. Donc, nous, on s'est rencontrés à ce moment-là en se disant, voilà ce qu'on peut vous proposer. On peut vous proposer de prendre, j'allais dire, tout en main, mais en faisant ensemble. Donc, la première étape, on a refait l'étude de faisabilité, j'allais dire pour nous, pour voir ce projet, comment nous on l'appréhendait, qu'est-ce qu'on avait à proposer. On a présenté ça à l'IME, on a encore un peu avancé ensemble sur des solutions techniques, et le déroulé, voilà, vous voyez, c'est allé assez vite parce qu'on s'est rencontrés en juin 2020. Présenter cette étude, travailler sur des pistes en septembre, la décision dans la foulée de l'IME en octobre de se dire ok, on y va. Donc, ça aurait pu être un contrat privé entre deux structures privées. Bon, pour des raisons que je vais écourter, voilà, il nous a été demandé, conseillé, enfin plus que demandé que conseillé, que la collectivité, enfin que l'IME lance une consultation, ce qui a été fait. Donc bon, tout ça, ça prend quand même du temps à l'ADERA, à d'autres, à tout le monde, à l'IME. Bon, un petit aparté qui, in fine, s'est avéré totalement inutile, mais enfin, cela est un autre débat sur lequel, enfin, si j'en parle, c'est que voilà, il faut parfois prendre un peu du recul, enfin, en l'occurrence, l'IME avait besoin d'être chauffé vite, et la transition énergétique, ça urge aussi, donc passer des mois et des mois à monter des dossiers qui, in fine, ne servent absolument à rien. Bon, je pense qu'on peut parfois faire un peu plus vite, mais enfin, donc in fine, un contrat est signé en décembre, et à partir de là, malgré le Covid qui n'a pas aidé les choses, l'installation a été mise en service fin janvier, début février. Alors, sachant qu'entre-temps, il y a eu un permis de construire qui a été déposé, donc ça fait à peu près un mois pour le finaliser, ce dossier de permis de construire, 4 mois 2 mois pour l'instruire, puis 2 mois de recours au tiers. Et donc ça fait que les travaux ont pu commencer. Puis c'était aussi
une exigence dans l'été, enfin à la fin de la saison de chauffe, plutôt dans l'été, puisque, on va le voir, il s'agissait d'enlever des installations et d'en mettre d'autres à la place, et tout ça devait se réaliser au maximum pendant la période qui n'est pas chauffée. Alors, le contrat, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, c'est un contrat de fourniture de chaleur clé en main. Et donc, il fixe tout d'abord des exigences performantielles. Donc là, l'IME avait, et on y avait réfléchi ensemble, défini la zone où la chaufferie devait être installée, la chaufferie bois, avec une volonté d'interagir le moins possible sur le fonctionnement du site, compte tenu de sa spécificité. Il fixait également, bien sûr, les quantités de chaleur à fournir par bâtiment et au global. Pour ça, l'IME s'était basé sur le suivi énergétique qui est fait depuis plusieurs années. Puis, il fixait des objectifs énergétiques, taux de couverture bois, rendement des chaudières bois, du réseau de chaleur, un niveau d'émissions particulières qui est en lien avec ce que les structures qui financent demandent. Des modalités d'exploitation que souhaitait l'IME, un délai maximal d'intervention, puisque l'objectif, c'est de fournir de la chaleur 24 heures sur 24, pendant toute la saison de chauffe, et même là, pendant toute l'année, puisqu'il y a de la fourniture d'eau chaude, enfin, si ce n'est pendant le mois où le site est fermé. Ce contrat, il indique ce qui est mis à disposition, donc il y a une parcelle qui a été définie. Et donc, dans le contrat, ça vaut un peu bail à construire, ou en tout cas autorisation d'occuper ce domaine privé. Et puis, on va le voir dans les solutions techniques, le local chaufferie fuel actuel, qui était, vous le verrez sur quelques photos, très très grand, je ne sais plus, il doit faire 50 ou 60 mètres carrés environ. Et donc, dans un souci économique, le choix a été fait de réduire le bâtiment qui était à construire en n'y mettant que les chaudières bois dedans, et tout ce qui est système hydraulique a été mis dans ce bâtiment-là, dans cette chaufferie qui avait de la place. Voilà. La durée de ce contrat, elle est de 20 ans, tout simplement de façon à pouvoir amortir sur une période longue les investissements qui sont faits et donc réduire la charge annuelle. Donc, le contrat, il décrit précisément tous les systèmes qui sont mis en place, avec toute une série d'annexes qui vont être le DOE et différentes choses. Il définit un cadre économique, le montant des investissements, les subventions, le détail des charges et un prix de la chaleur. Alors, tout ça est fait dans une totale transparence, j'y reviendrai. Et donc, le prix de la chaleur, il a deux parties. Il a une part variable, donc il y a un compteur de chaleur au sein de chacun des bâtiments desservis, et donc c'est X euros par mégawattheure. Livré bâtiment, donc ça veut dire que nous, on porte le risque des pertes réseau, on porte le risque du rendement et des chaudières, mais aussi du taux de couverture bois. Et puis, il a une part fixe qui va couvrir les charges fixes que l'on a, qui sont l'annuité d'emprunt, les frais financiers, et puis un contrat d'exploitation et les frais de suivi et de gestion. Et puis, il y a une formule d'indexation annuelle qui n'est basée que sur des indices nationaux. Et donc, cette formule, elle redécompose un petit peu le prix, comment on arrive au prix. Et ce n'est absolument pas les performances, la marge ou sous-marge que pourra avoir Forestener qui vont influer sur l'évolution du prix. Alors, tout ça, comme je l'ai dit, se passe dans un cadre un peu particulier qui est une gouvernance partagée et une mobilisation citoyenne. Donc, cette gouvernance partagée, elle implique une transparence de toutes les données économiques. Donc, dans notre offre et notre CEP avec nos coûts, nos marges, nos recettes sont complètement transparents pour l'IME, et ils le resteront tout au long de la vie du projet. L'enjeu, c'est vraiment aussi à travers cette gouvernance partagée qu'il y a une acculturation à ces sujets énergétiques, comment ça fonctionne, et qu'il y ait une compréhension, et à partir de là, des choix qui pourront être faits, puisqu'on est parti sur 20 ans, il y aura peut-être des bâtiments complémentaires qui vont se construire, certains vont fermer, donc des questions vont se poser, et donc tout ça, on le prendra ensemble. Nous, on remettra une note, ça c'est dans le contrat trimestriel à l'IME sur qu'est-ce qu'on a consommé, qu'est-ce qu'on a vendu comme énergie, quels ont été les problèmes qu'on a eus, les rendements, quels sont-ils, et puis il y a un bilan à la fois technique et économique chaque année.
Est également indiqué dans le contrat les modalités de mobilisation de l'épargne citoyenne qui se fait, je vais y revenir, avec énergie partagée et puis une structure locale. Et puis également les animations qui vont se faire. Et puis ça décrit également les actions qui sont menées par l'IME, on en reparlera, des tâches techniques, mais aussi avec les élèves qui se sont appliqués sur ce projet, pour l'instant sur sa phase amont. Alors les grandes données, bon, vous voyez là une vue aérienne de l'IME avec différents bâtiments. Il y a un bâtiment là qui s'appelle Classe, sous lequel il y a la chaufferie fuel qui était présente. Donc l'enjeu, c'est de desservir l'ensemble de ces 9 bâtiments avec un réseau de chaleur. Donc les 9, c'est en chauffage, et il y a 3 bâtiments qui sont les bâtiments où il y a du logement dans lequel là, il y a de l'eau chaude sanitaire. Et il y a un réseau de chaleur d'environ 470 mètres qui était existant, qui a fallu créer, et avec des travaux qui se sont faits avec les 2 installations qui fonctionnaient, la chaufferie fuel plus le réseau de chaleur existant, et on a construit en parallèle un autre réseau de chaleur et une autre chaufferie. Donc le choix qui a été fait, ça a été de construire un bâtiment chaufferie bois qui se situe ici. Donc là, on voit qu'il y a une voie, une route ici sur le côté. L'enjeu, ça a été de pouvoir faire nos livraisons sans que ça interagisse sur le fonctionnement. Il y a un grillage tout autour de tout ça. Et donc, ce bâtiment, il a un silo aérien, des décileurs à pales, vous verrez après des données techniques, qui fait à peu près 120 mètres cubes, ce qui permet d'avoir une autonomie d'environ une dizaine de jours, donc une trémie de vidage. Et puis essentiellement, on a 2 chaudières bois, donc Argasner, de 200 kg, qui sont dimensionnés pour assurer 100% des besoins. Il y a une liaison hydraulique qui va jusqu'à la chaufferie principale, dans lequel on a mis l'hydroaccumulation et tous les départs réseau, et enfin tout ce qui allait avec tout ça. A été fait le choix de garder pour l'instant une chaudière fuel en secours. On en avait besoin lors des travaux, et on jugera comme elle était là si elle a besoin de rester là ou pas. Voilà. Donc ça, c'était un peu de ce cours au départ. Madame Godmet a largement insisté sur ce volet garantir la fourniture de chaleur, et donc il y a un secours qui existait, qui a été gardé. Voilà. Néanmoins, le principe, c'est de fonctionner 100% au bois énergie. Le bois énergie, c'est de la plaquette forestière. Voilà, alors en gros, ça ressemble à ça. Enfin, même pas qu'en gros. Donc voilà, là, vous voyez le bâtiment avec donc une partie haute qui est le silo, voilà. Donc, et puis la partie plus basse, c'est la chaufferie dans laquelle il y a 2 chaudières bois que vous voyez. Vous voyez une vue en coupe pour ceux qui sont un peu techniques, 2 décileurs. Donc on a une trémie qui se situe juste à côté de la chaufferie, là, du silo, qui se lève, dans lequel les camions viennent vider. Donc ce sont des camions de plaquettes forestières avec des volumes d'ébène de 30 à 50 mètres cubes. Ces 2 décileurs desservant les 2 chaudières. Et là, on a vraiment fait le choix, toujours dans un souci de sécurité, que chaque chaudière ait son système de décilage propre, de façon à ce que si un de ces systèmes devait avoir un problème technique, il y a au moins une des chaudières qui fonctionne. Voilà, donc on a une petite zone là où on peut stocker, on a un système de récupération des cendres par aspiration, et on peut stocker des big bags dans cette petite zone, big bags qui sont récupérés par le fournisseur de plaquettes forestières, qui a aussi une activité agricole. Dans la chaufferie principale que l'on voit sur le bas, alors là c'est encore un peu en travaux, donc bon, il y a un gros skid où tout... on a à la fois les chaudières bois qui arrivent, 2 gros ballons d'hydroaccumulation qui permettent de lisser les appels de puissance, et le départ réseau. Donc, on dessert 600 MWh par an. Enfin, alors aujourd'hui, les consommations sont bien plus importantes que ça, mais bon, on a quand même estimé qu'avec que le rendement des chaudières actuelles et du réseau de chaleur était vraiment pas terrible, et qu'on allait faire mieux que ça. Et donc, on va globalement passer d'une consommation de 80 à 90 000 litres de fuel à des besoins d'environ 600 MWh par an.
Voilà, donc on a un bâtiment qui fait 55 mètres carrés, qui a 5 mètres de haut dans sa partie la plus élevée, donc bon, avec un accès spécifique que vous voyez là. Et donc, c'est pour illustrer que voilà, on n'a pas un bâtiment énorme. Voilà. Alors, il aurait aussi pu se coller dans le bâtiment existe après, près d'un bâtiment. Alors ici, en l'occurrence, ça n'était pas possible puisque la chaufferie telle qu'elle est, on aurait pu mettre les 2 chaudières dedans, sauf qu'on ne pouvait pas mettre un silo et à faire arriver un camion à côté. Voilà, donc très rapidement, les entreprises qui ont été, parce que c'est toujours important de citer ceux qui ont fait tout ça, hein, donc il y a un maître d'œuvre qui est POS, qui est basé à côté de Vesoul. Tout le lot gros œuvre a été fait et serrurerie par des entreprises qui sont juste à côté, Ontani et Marafi, le chaudieriste C.R. Gassner, qui a une concession sur 70. L'hydraulique en chaufferie a été fait par une entreprise qui s'appelle Buffet Frères. Alors là, on avait choisi une entreprise locale qui nous a fait faux bon, je ne sais pas, 3 mois, 4 mois avant de commencer les travaux. Donc là, nous, on est revenu avec une entreprise savoyarde. Électricité et régulation AER et réseau de chaleur SAD. Et puis sur la partie exploitation, le fournisseur de plaquettes forestières. Donc là, c'est un travail qui a été mené avec l'IME. Donc ça, je n'ai peut-être pas suffisamment insisté, mais le choix de ces entreprises, notamment Ontani, Marafi, le fournisseur, ça c'est vraiment avec l'IME qu'on a fait ce travail. Ça faisait partie du faire ensemble, tout comme la conception, où est-ce qu'on mettait la chaufferie, le réseau de chaleur où il passait, qu'est-ce qu'on mettait ou pas dans la chaufferie actuelle. Tout ça a été fait avec l'IME, Madame Godmet et Monsieur Verset, le responsable technique. Et puis, sur l'exploitant, on est parti avec alors, nous, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on prête une attention particulière, c'est l'exploitation. Donc là, on avait analysé, notamment avec Monsieur Aubert, et puis aussi un animateur local dont j'ai... Peut-être que Patrick, tu pourras rajouter qui était cette personne. On est allé faire le tour des 2 ou 3 fournisseurs qui se situaient à proximité. Je vois qu'il y a Madame Pinet qui est là, elle nous avait également accompagnés sur ce volet-là, pour trouver à la fois un fournisseur de plaquettes forestières locales, mais un fournisseur de plaquettes forestières de qualité. Voilà. Donc la société de Bonaventure sont des exploitants forestiers qui viennent d'investir assez lourdement dans un hangar. Voilà. Donc, ce qui nous a paru très sécurisant, qui a pas mal de matériel pour livrer, qui est organisé pour faire tout ça. Il est à, je ne sais pas, 15 km à peu près. Et l'exploitant, c'est la société IDEX qui est un exploitant reconnu, avec laquelle on travaille, nous, sur d'autres. Et voilà. Alors, ce n'est pas l'exploitant qui était sur place parce qu'on l'a interrogé, il n'a jamais répondu à notre demande de nous remettre un devis. Donc, on en a déduit que les choses partaient donc pas très bien. Voilà. Puis nous, on assure après un suivi d'exploitation mois par mois, parce que tout ce modèle économique, il est basé avec une marge de 5%, ce qui ici fait peu de choses. Vous allez voir les sommes en jeu. Donc, ça veut dire que si tout se passe bien, notre marge annuelle, elle est de 2 000 euros. Et 2 000 euros sur 600 mégawattheures, si le taux de couverture bois ou le rendement s'écroule un peu, on les perd très, 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 très vite. Donc c'est vraiment un suivi hyper fin, en lien étroit avec le fournisseur de plaquettes et également la partie l'exploitant. Alors là-dedans, qu'est-ce que fait l'IME? Donc nous, on essaye toujours d'impliquer quand même l'acheteur de chaleur dans un minimum de tâches en lien avec ses, bien sûr, compétences, disponibilité. Donc là, sur la première année, il y a un sujet qui est de regarder si le silo est plein ou pas et si on a besoin de livrer. Et donc c'est ce volet-là qui est important parce qu'il faut trouver les bonnes cadences de livraison et autres. Et puis après, il a aussi été formé, M. Verset, comme l'exploitant, la part sociétaire Gassner, pour éventuellement pouvoir faire des interventions d'urgence pour valoriser sa disponibilité locale. Alors, les données économiques de ce projet, l'investissement, il est de 775 000 euros, enfin 770 000 euros plus des frais financiers pour prendre le prêt et tout ça. Donc, il y a un projet qui a été largement subventionné et je la remercie lourdement. C'est la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, vous voyez, 63% de subvention
Bon, il avait été imaginé à un moment de mettre et la région et le FEDER. J'avais d'entrée de jeu émis beaucoup de réserves sur le FEDER. Bon, là, je vais faire vite. Ça a été arrêté en cours de route. Bon, j'ai un peu d'expérience, mais voilà, j'ignorais, j'ai appris qu'un synonyme de kafkaïen, c'est fédérien. Voilà. Bon, bref, la région Bourgogne-Franche-Comté actant que voilà, obtenir une subvention du FEDER, c'est vraiment pas possible, a pris le relais, et là je la remercie encore lourdement, donc vrai et lourd accompagnement de la région. Donc soit un reste à financer de 290 000, et donc comment ça se passe? Ça veut dire quoi un financement citoyen? Eh bien, le financement citoyen, il arrive à plusieurs niveaux. Donc déjà, nous, on met un peu de fonds propres parce que globalement, on va prendre un prêt, mais on ne peut pas avoir un prêt de 100%. Donc, on nous demande des fonds propres. Et donc, on nous demandait environ 40 000 euros. Donc, il y a 10 000 euros qui sont les fonds propres de Forestener, donc amenés par le capital de Forestener. Et puis, il y a du compte courant d'associés long qui a été apporté par Énergie Partagée. Donc, ces fonds propres, ça a été à la fois Forestener, mais aussi la fruitière à énergie, qui est, je y reviendrai, la structure citoyenne, enfin énergie renouvelable citoyenne locale, qui est donc devenue actionnaire de Forestener et qui a amené du fonds propre. Et puis, donc, Énergie Partagée Investissement, qui nous amène sur 19 ans à un compte courant d'associés. Donc, ça qui provient uniquement de citoyens. Et puis après, les subventions, elles ne sont pas versées au début du chantier, elles sont versées un peu pendant, puis surtout à la fin. Et donc, sur un chantier à 770 000 euros, il y a un sujet trésorerie là, au milieu, et qui représente environ la moitié. Et donc, on a également un compte courant d'associés courts qui là a été apporté par Enercop. Enercop qui est donc plutôt connu sur la production et la distribution d'électricité renouvelable, mais qui s'intéresse aussi en Auvergne-Rhône-Alpes à la chaleur. Et donc, nous a fait un compte courant d'associés court sur environ 6 à 9 mois de 300 000 euros. Et ça aussi, ça ne vient que de citoyens. Donc, on voit donc qu'il y a donc un financement lourd des citoyens là-dessus. Puis après, on a complété par un prêt de 250 000 euros auprès de la NEF, qui est une banque éthique. Voilà. Donc, il y a une dimension assez forte sur ce volet qui s'illustre bien là. Et donc, on arrive après à un prix de la chaleur qui est constitué de deux parties. Et en transparence, il y a, voilà, ce qui est consommé, c'est 45 euros par mégawattheure hors taxe. Il y a une partie fixe qui couvre tous les investissements, alors qui sont quand même, les investissements puis l'exploitation, qui sont conséquents, mais voilà, il faut bien avoir en tête qu'il y avait un réseau de chaleur à refaire et que dans chacune des sous-stations, dans chacun des bâtiments, il n'y avait pas de sous-station. Il y avait jusqu'à présent un réseau de chauffage et un réseau d'eau chaude centralisé. Donc, il a fallu reprendre tout ça, ce qui représentait quand même un coût conséquent. Et donc, tout ça, ça nous fait voilà, un prix de la chaleur moyen de 130 euros par mégawattheure, alors qui peut apparaître un peu élevé. Alors déjà, il doit être comparé à des... Enfin, il faut le comparer. Bon, le fioul, déjà, aujourd'hui, est à 100 euros le mégawattheure. Et si l'IME avait dû réinvestir sans changer d'énergie, eh bien, elle n'aurait pas été subventionnée. Et globalement, ce réseau qui fait quasi 500 mètres, c'était entre 150 et 200 000 euros. Voilà. Donc, on est compétitif par rapport à la solution fuel avec, pour l'IME, une installation qui est complètement rénovée. Alors, ce qui aurait pu être possible, c'est que l'IME participe sur une partie des investissements. On a eu largement cette discussion. On a plutôt conseillé à l'IME de mobiliser son argent pour continuer le travail que l'IME mène depuis plusieurs années d'amélioration de la performance énergétique du bâti, puisque on voit bien qu'on a, nous, on a un peu sous-dimensionné les chaudières bois avec une grosse hydroaccumulation pour un peu anticiper aussi ce travail qui est en cours de rénovation des bâtiments qui se fait petit à petit, comme c'est souvent le cas, de façon à ne pas se retrouver avec des installations surdimensionnées. Après, on a 2 chaudières bois qui permettent aussi de rester toujours dans des bonnes plages de fonctionnement. L'autre point, c'est que les élèves se sont impliqués dans ce projet avec l'équipe enseignante. Et là aussi, voilà, nous, c'est vraiment en phase avec le type de projet qu'on veut faire. Mais voilà, ça, vous voyez, vous découvrez en avant-première ce qu'il va y avoir
sur la chaufferie de l'établissement. Enfin, voilà. Et donc là encore, l'ADERA c'est impliqué. Donc voilà, c'est une belle chaîne humaine, tout ça, et voilà, qui présente un peu le fonctionnement de tout ça. Voilà. Donc voilà le projet qui a été mis en place. Donc un projet qui a permis de passer de 100% d'énergie fossile à quasiment 100% d'énergie renouvelable en circuit court. Donc on réduit les émissions de gaz à effet de serre de 90%. Et pour l'IME, c'est une solution clé en main qui a permis le passage à l'acte. Et c'est vraiment ça la vocation de Forest Energy, c'est de permettre le passage à l'acte quand les choses bloquent, avec cette dimension citoyenne, et qui permet aussi, et je pense que Madame Godmet pourra compléter, mais d'amener aussi voilà, un regard différent sur ce type d'établissement, lui permet de s'ouvrir, parce que voilà, la fruitière et énergie, qui est la structure citoyenne locale, elle fait plutôt du photovoltaïque. Alors, elle était venue voir, il se trouve que ce n'est pas possible techniquement sur le site d'implanter des panneaux photovoltaïques, mais il y a ces actionnaires qui, certains sont déjà venus, ils vont revenir voir cette chaufferie, puis cette chaufferie, elle va être visitée, et au-delà de la chaufferie, c'est aussi un établissement un peu particulier voilà, qui est mis en avant et qui est visité. Voilà ce que je pouvais dire, et je suis ouvert aux différentes questions. Alors oui, il y a une question sur le raccordement des habitations voisines. Est-ce que ça aurait été possible techniquement, juridiquement? Alors, juridiquement, oui, parce que in fine, en fait, c'est un projet privé, donc on fait ce qu'on veut. Alors, ça n'a pas, il se trouve qu'il n'y a pas grand monde à côté, là. Voilà. Donc, ça aurait pu être le cas, mais ce site, comme c'est souvent le cas, ne se trouve pas en plein milieu du village avec plein de bâtiments autour. Il n'y en avait pas, et on sait bien que sur un réseau de chaleur, pour pouvoir aller raccorder, ne serait-ce qu'une mairie, parce que la mairie, on pourrait dire elle n'est pas très loin, mais elle est quand même à 200 mètres, je pense. Et pour un réseau de chaleur, 200 mètres pour aller desservir une mairie qui est sur un petit village comme Membray, une maison, évidemment que ce n'est pas du tout possible, quoi. Et les maisons, elles sont aussi trop loin, quoi. Mais ça aurait été possible, ouais. Une question d'Olivier sur au bout de 20 ans, qu'est-ce qui se passe au niveau de la restitution, concession, enfin voilà, si tu peux. Alors là, ouais, c'est un là, ce qui est prévu, c'est que les biens reviennent. Enfin, au bout de 20 ans, l'IME, elle aura deux possibilités. Soit elle reprend tout en main. Nous, globalement, tout est amorti sur 20 ans. Et j'insiste lourdement sur cette totale transparence économique. Et donc, au bout de 20 ans, tout est amorti, et donc tout vaut zéro. Voilà. Donc l'IME pourra reprendre ça, selon les moyens. Voilà. Donc, au bout de 20 ans, le bâtiment de la chaufferie et le réseau de chaleur, eux, ils seront encore voilà, en bon état. Ce qui pourra être changé, ce sont les deux chaudières. Enfin, la durée de vie d'une chaudière, c'est environ 20 ans. Et donc, néanmoins, l'investissement, enfin les deux chaudières, ça représente je sais pas, 30% au maximum de l'investissement global. Donc, il y a une grosse partie qui sera là et qui pourra encore refonctionner pour un tour. Et donc, en tout cas, elle le reprend. Nous, on n'est plus là au bout de 20 ans. Après, peut-être qu'on se repassera un contrat pour changer les chaudières et autres, mais voilà, je ne suis pas sûr que Madame Godmet et moi-même soyons les personnes qui seront autour de la table pour signer ça. Mais voilà, on verra. Madame Godmet, je ne sais pas si vous avez éventuellement un avis, ou par rapport à d'autres établissements qui sont là aujourd'hui sur ce volet justement exploitation, l'intérêt d'être passé par cette formule-là, si éventuellement… Oui, comme je le disais en introduction, l'idée c'était vraiment d'avoir un service clé en main, et
finalement l'idée de, même s'il y a une part fixe importante, hein, vous l'avez compris, mais l'idée de pouvoir acheter de la chaleur finalement clé en main et d'avoir un service de qualité des installations neuves et ne plus avoir ce souci de gestion qui est omniprésent quand on a des structures avec de l'hébergement, c'est une vraie plus-value. C'est une vraie plus-value et aussi effectivement notre établissement embarque les jeunes qui l'accompagnent dans toute démarche éco-citoyenne. Hein, donc, on travaille depuis déjà pas mal d'années sur tout ce qui est tri des matières, tri des matériaux, recyclerie, et puis tous ces gestes du quotidien qui permettent effectivement de penser à l'environnement. Donc, c'était tout naturel. Je veux dire, on ne pouvait pas, enfin, on ne pouvait pas, voilà, aller sur des choses, des rénovations de l'existant qui n'auraient pas été dans une bonne démarche. Et puis vraiment l'idée de, comme l'a dit Monsieur Chinal, à un moment donné, moi j'étais prête à passer le cap depuis déjà 5 ans, hein, mais je pense que je n'avais pas forcément eu les bons interlocuteurs en face de moi. Et l'apport effectivement de Forestener, c'est de permettre de franchir effectivement le cap. Et juste pour la petite histoire, il était vraiment temps, hein, puisqu'au mois de décembre, tout est tombé en panne. Et comme j'ai pu expliquer aux entreprises qui étaient encore là, hein, je suis allée les voir en leur disant dépêchez-vous, faites quelque chose. Voilà, je n'ai plus de chauffage dans l'établissement. Et voilà, on a réussi à bricoler, ça a tenu jusqu'à, mais il était vraiment temps. Donc finalement, ça a été très compliqué pour moi pendant 10 ans, parce que pendant 10 ans, j'ai pas été beaucoup entendue et beaucoup accompagnée. Donc, c'est franchement un vrai soulagement, un vrai soulagement. Et comme je le disais en introduction, l'accompagnement est très, très important. Et puis, le conseil, le conseil. Voilà. Et puis après, sur l'exploitation, il est vrai qu'on a cette sécurité d'avoir des interventions dans un délai de 3 heures. S'il y a le moindre souci, on a cette possibilité de suivre à notre niveau, mais sur des choses qui sont largement faisables, hein, changer des bacs à cendres, vérifier le niveau de plaquettes. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut faire. Donc je trouve que c'est vraiment important et vraiment sécurisant pour un établissement comme le nôtre. C'est vrai que sur la partie exploitation, je ne l'ai pas dit, mais enfin, nous, on a mis en place l'équivalent d'une GTC, donc on a une vision à distance de l'ensemble de l'installation. Donc nous, Forestener, mais l'exploitant aussi, l'IME va y avoir accès aussi, et donc dès qu'il y a un problème, on sait d'où il vient. Et c'est vrai que nous, le contrat qu'on a passé avec IDEX, c'est s'il y a rupture de fourniture de chaleur, ils doivent être sur place en 3 heures. Voilà. Ce qui, sur un réseau de chaleur, devrait, compte tenu de l'inertie et du ballon d'hydroaccumulation et du réseau de chaleur, devrait quasi pas, en tout cas, se faire ressentir, quoi. C'est vrai que ça, pour l'IME, il y a je pense que le contrat d'exploitation qui était en place jusqu'à présent, il n'intégrait pas une intervention 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, quoi. Donc c'est aussi ça qu'on amène. Nous, on s'engage à fournir de la chaleur, donc il nous faut ça comme garantie, et c'est ce qu'on demande à l'exploitant. On ne lui demande pas de venir tant d'heures par semaine et autres. On lui demande une maintenance préventive, bien sûr en nous rendant quelques comptes là-dessus, mais surtout la capacité à intervenir vite en cas de problème. Je voulais juste rajouter également qu'on avait saisi finalement aussi la balle au bon. On a financé en parallèle, on a refait tout notre réseau d'eau, qui était également aussi vieux que celui de chauffage, et du coup on a profité de la présence de l'entreprise SAD pour rénover intégralement notre réseau d'eau. Donc ça c'est important, puisque moi j'avais aussi des soucis à ce niveau-là et je ne savais pas comment faire. Donc le choix, effectivement, là on a investi et tous nos réseaux d'eau sont neufs et on va pouvoir apporter vraiment une qualité de service aux usagers qui sont dans les différents bâtiments.
Je pensais aussi dans la tranchée, le réseau d'eau a été posé. Ouais. C'est sûr que ça a été aussi un point positif. Ouais. Et puis on en discutait au moment de préparer cette réunion, Madame Godmez, par rapport aussi au financement et notamment vous ne portez pas l'investissement, donc ça peut aussi on imagine dans les budgets assez contraints, c'est pas toujours simple d'avoir ces lignes-là supplémentaires avec un amortissement assez important. Donc je pense que pour les tutelles, je ne sais pas s'il y a des échanges avec l'ARS, le département de Haute-Saône, j'imagine qu'ils connaissent votre projet et comment ils ont réagi. C'est quelque chose quand même qui n'est pas courant. Hein. Enfin, moi, je ne connais pas beaucoup d'opérations comme celle-ci en Bourgogne-Franche-Comté. Après, l'ARS a été informée à plusieurs reprises tout au long, depuis 2011. Je vous dis, c'est vraiment une préoccupation que j'avais de pouvoir rénover. Donc, ont été informés à plusieurs reprises des réflexions qu'on menait. Honnêtement, on a effectivement des budgets qui doivent rester équilibrés. Par contre, comme toutes les structures médico-sociales, on a des plans pluriannuels d'investissement et des plans globaux de financement qui sont arrêtés assez précisément au niveau des agences régionales de santé. Et l'idée, c'était de ne pas bloquer finalement ces plans avec un investissement très conséquent qui serait venu empêcher, comme le disait aussi M. Chinal, tous les travaux d'amélioration de l'habitat et d'achat que ce soit de supports pédagogiques ou de véhicules adaptés ou je ne sais quoi, qui aurait été bloqué si notre plan de financement avait été complètement embolisé par 250 000 euros à amortir. Voilà. Et du coup, l'idée, c'était de ne pas impacter les plans. Après, l'Agence régionale de santé nous a laissé gérer. Donc, effectivement, on a une part fixe qui viendra impacter nos groupes 3 de fonctionnement et puis une part variable sur nos charges d'exploitation. Comme je vous l'ai dit et je le redis, l'idée, c'est pas forcément, je veux dire, on s'engage pas, enfin je pense, c'est mon avis, on s'engage pas dans un projet comme celui-là en se disant, je vais rentabiliser, puis je vais économiser, et puis voilà, on s'engage dans un projet comme ça pour pouvoir répondre à des exigences sociétales et puis d'accompagnement, puisque décemment, on ne peut pas se permettre d'accueillir une fois de plus 30 enfants et puis leur dire c'est pas grave, il fait 15 degrés, vous pouvez pas vous doucher, mais on verra la semaine prochaine. Donc voilà, l'idée c'est pas d'économiser, c'est vraiment de faire une installation qui tient la route et puis pour laquelle l'établissement n'a pas un souci permanent de surveillance et avant c'est nous qu'appelions le prestataire. Vite, dépêchez-vous, la chaudière ne marche plus, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, enfin, il y avait vraiment ce souci permanent d'être en lien avec les exploitants, que nous aurons, mais beaucoup moins, beaucoup moins. Il y a une question d'un établissement sur la prestation d'AMO Forestener. Je ne sais pas si, Eddy, tu as vu la question. Oui, j'ai vu la question. En fait, nous, on n'est pas l'AMO, puisqu'on est la structure qui porte tout. Et il se trouve qu'on a, on a aussi joué ce rôle d'accompagnement, d'avancer ensemble avec l'IME. Et oui, tout l'accompagnement fait partie de la prestation. Après, c'est vrai qu'aussi, on n'en a pas parlé, mais pour l'IME, elle n'a pas. Alors, Madame Godmez, il se trouve que sur notre petite aventure fédérienne, elle a quand même été un peu sollicitée également, mais bon, elle n'a pas eu. C'est Forestener qui dépose les demandes de subvention, qui les perçoit et tout ça. Et bon, c'est aussi quelque chose en moins de rentrer dans toute cette mécanique de financement. Ce sujet trésorerie dont je parlais, qui, certes, il y a des subventions, mais elles arrivent un peu plus tard. Et sur un projet à 770 000, il faut sortir 770 000 à un moment ou à un autre. Quoi. Voilà. Donc, il y avait à peu près 500 000 euros à trouver. Et ça aussi, pour des établissements, il faut aussi tenir compte de ça. Même pour des collectivités, ça peut être vite une autre des difficultés. Quoi. Alors non, les subventions, le siège social de Forestener n'est pas en Bourgogne-Franche-Comté, mais en Auvergne-Rhône-Alpes.
Et c'est le projet qui attribue les subventions et pas… voilà. Enfin, si il y a dans le monde des opérateurs énergétiques, nous on est quelques-uns, il y en a une dizaine en France, des équivalents Forestener, avec des opérateurs plus territoriaux ou citoyens. Mais on est dans un monde où vous avez 3 opérateurs qui ont 99% du marché, dont le siège social n'est pas dans le département dans tous les départements de France, quoi. Voilà, donc le siège social de Engie ou d'Alkia, quand ils font un réseau de chaleur de Besançon ou je ne sais quoi, n'est pas sur le département. Donc non, ça, et c'est bien heureux, non, ça n'a pas aucun lien avec la subvention. C'est le projet qui, lui, évidemment, doit être en Bourgogne-Franche-Comté. Question plus au niveau de compte courant associé, Fruitière Énergie, sur la rémunération du coup de ces… on n'est pas sur des actionnaires, on est sur des prêteurs finalement. Hein, alors, un compte courant d'associé, il ne peut être fait que par un actionnaire. Et le compte courant d'associé long, il est à 4%, et les comptes courants d'associé courts à 2%. Donc 4%, ça permet à ces structures citoyennes, en enlevant un peu leurs petites charges internes, même si elles sont ultra optimisées, de pouvoir proposer aux citoyens qui ont mis un peu d'argent là-dedans une rentabilité d'environ 2,5%. Voilà. Ce qui, jusqu'à il n'y a pas longtemps, était gigantesque par rapport à un livret A, mais bon, ça évolue. Voilà. Donc, globalement, les gens ce n'est pas des dons, hein, les personnes qui placent leur argent. Hein, bon, globalement, dans toutes ces structures à énergie partagée, je crois que la moyenne, elle tourne aux alentours des 2 000 €. Donc, ce n'est pas des personnes qui ont vidé leur livret A pour ça. Alors après, il y a toutes sortes de personnes. Il y en a qui ont mis 100 €, puis d'autres qui ont mis 100 000. Mais bon, voilà, c'est la société française qui est ainsi faite. Mais donc, ils mettent un peu de leur épargne et voilà, ils en attendent à minima le livret A et un petit peu plus si c'est possible. Mais au-delà de ça, c'est surtout du sens c'est de se dire à mon argent, je sais où il va. Voilà, c'est sur une centrale villageoise, enfin plutôt une société citoyenne qui est sur l'agglomération grenobloise. Une personne qui s'en occupe le dit très bien. Elle disait voilà, moi j'ai 50 ans, 3 enfants et je suis allé voir ma banque en disant mais le livret A, il sert à quoi? Vous faites quoi avec mon livret de développement durable? Et comme mon banquier a été incapable de me répondre, j'ai décidé que j'allais m'en occuper moi-même. Voilà. Les livrets de développement durable et tout ce genre de placement, il y a au mieux 10% qui va effectivement sur des projets du type dont on est en train de parler. Voilà. Ça permet d'avoir ce label. Voilà, ça donne un ordre d'idée de ce qu'on peut cacher derrière ce joli mot de développement durable. En tout cas, ici, ce projet, moi, je trouve que c'est un vrai projet. Et là, l'ensemble de la chaîne humaine d'acteurs, et vous en avez 3 autour, qui se sont tous tenus la main, parce que je pense que c'est vraiment comme ça que ce projet il est né. C'est vraiment un projet de développement local, puisque voilà, ce sont des entreprises locales qui agissent. On utilise du bois forestier local. Et donc, voilà, là, on est dans du circuit court et à comparer avec les milliers de kilomètres que faisait le fuel pour arriver jusqu'à là, en étant acheté dans des pays qui ne sont pas que des modèles de démocratie. Voilà. Je rappelle toujours que voilà, les gens du GIEC, ils n'ont pas eu, qui sont tous des éminents scientifiques, ils n'ont pas eu le prix Nobel de physique ou de mathématiques, mais de la paix. Et là, on construit aussi la paix, voilà. En achetant du bois, parce que voilà, quand on fait ces réunions annuelles, moi, à différents endroits, il y a le fournisseur de bois et je dis, voilà, monsieur Bonaz, il est là, voilà, vous l'avez devant vous, voilà, c'est lui qui fabrique le bois et voilà, quand vous remplissez votre cube de fuel, ça ne se passe pas exactement comme ça. Voilà. Donc ça, c'est aussi voilà, de la proximité, de l'économie locale concrète. Et c'est de la transition énergétique également concrète. Et ensemble, on peut faire ça. Voilà. Je trouve que ce projet il montre bien aussi qu'avec de la volonté, parce qu'il y en a eu, voilà, on y arrive. Voilà. Et on y arrive assez vite, puisqu'il nous a fallu, entre la première fois où on s'est vu, il a fallu 18 mois pour que ça tourne. Voilà, donc ça aussi, c'est possible. Un projet énergie renouvelable, ça ne met pas forcément 10 ans à se faire. Voilà. Il y en a d'autres où,
en 12 mois, c'était fait. Voilà. C'est entre 12 et 18 mois. Voilà. On vient, sachant parce qu'il y a déjà eu un travail préalable souvent qui a été fait, une étude de préfaisabilité, voire de faisabilité, qui a permis de se dire, oui, il y a un projet qui est faisable là. Voilà. Et à juste titre, vous a été présenté tout le réseau des animateurs bois énergie, dont il faut souligner et saluer le travail, voilà, qui sont là pour faire ça. Donc n'hésitez pas, si vous êtes des gestionnaires de sites de type IME ou autre, voilà, à solliciter ces acteurs qui font un travail de service public, hein, parce qu'ils interviennent gratuitement. Et c'est quand même une sacrée chance. Et à partir de là, l'exemple qu'on vous a montré, parce que M. Aubert, il a un rôle central si ce projet il existe, on y est arrivé ensemble. Voilà. Le but, c'était de mettre en relation, voilà, des structures qui avaient la même façon de penser, la même philosophie. C'est vrai que le projet de Mabré était très exemplaire là-dessus, et il a vraiment un sens. Bon. Oui, je crois qu'on est tous fiers de ce projet. Ça fait du bien aussi de faire des projets dont on est fier. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est un projet qui me touche beaucoup. Oui, un commentaire d'Olivier, une remarque. Ce projet était relativement rapide. Ce sera certainement plus long pour un porteur de projet public. Franchement, je ne pense pas forcément. Voilà. Voilà. Après, voilà, Madame Godmeux vous l'a dit, il y avait une volonté de faire aussi, quoi. Voilà. Et quand la volonté elle est là, après, ça va assez vite. Hein. Voilà. Donc, ce qui peut prendre du temps, c'est de mûrir cette volonté. Et là le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle était présente. Voilà. Oui, voilà. Après, je me permets de rebondir. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit, hein, moi, ça faisait 9-10 ans hein, que j'étais en préoccupation avec ça et que je cherchais à comprendre où je pouvais aller. Donc, oui, j'étais prête. Donc, c'est vrai qu'il a fallu également que je puisse défendre ce projet hein, devant notre conseil d'administration. Puisque moi, mon choix était fait. Malheureusement, c'est pas moi qui décide. Donc, voilà, moi, j'ai pu aussi m'appuyer sur des synthèses que m'a fourni Eddy pour pouvoir effectivement amener cette idée au conseil d'administration et leur expliquer quel était l'intérêt. Et notre président a signé. À partir du moment où notre président a signé, effectivement, oui, ça a été rapide, oui, je trouve. Mais après, effectivement, on a aussi connu des moments de solitude hein, sur nos dossiers. Hein, je ne reviendrai pas dessus, où effectivement, il ne faut pas lâcher. Hein, donc, il fallait envoyer des documents. Et on n'attend pas une semaine, on les renvoie le lendemain. Et puis, je pense que si tout le monde fait ce qu'il faut, on peut arriver assez rapidement à voir le bout. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Il est bientôt 15h30. Je crois que ce projet, j'espère en tout cas, permettra à d'autres établissements éventuellement d'envisager ce portage-là. C'est bien d'avoir eu des témoignages des différents acteurs et du maître d'ouvrage hein, de l'IME. C'était vraiment très intéressant. Dans les supports qui seront présentés, il y aura bien sûr les coordonnées de Patrick, de Marie, d'Eddy, les miennes aussi. Donc, on a d'autres projets aussi plus globaux portés par l'hôpital de Châlons à la Guiche. On pourra en parler aussi. Le gestionnaire des flux est par ici aujourd'hui. Donc, on aura l'occasion aussi de présenter ces autres projets. Je suis certain qu'on retrouvera ces projets d'énergie citoyenne, à mon avis, un peu partout d'ici quelques années. Voilà. Mais merci en tout cas pour votre travail et puis pour ce beau projet. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Voilà. Mais à très vite. Hein. N'hésitez pas à nous recontacter. Merci. Merci, au revoir. Merci à tous.